La municipalité de Eau-Claire au Témiscouata est située entre les montagnes et s'étend jusqu'au pied du lac Squatec. De nombreuses érablières y sont installées, mais l'une d'elles se distingue par la fabrication de liqueurs alcoolisées à base d'eau d'érable. En 1996, Vallier-Robert prend la relève de l'entreprise acéricole familiale. À ce moment naît des produits alcoolisés à base d'érable et aussi toute une série de produits fins issus de l'érable. Vallier, j'aimerais beaucoup que vous me parliez un petit peu un bref historique de l'entreprise familiale. L'entreprise familiale a commencé dans les années 71, 72, où mon père, de façon artisanale, entaillait à peu près 200 entailles. Puis il avait fait pour le printemps une petite tente avec une toile pour vraiment pouvoir bouillir son eau d'érable. Puis ce que je me souviens aussi, c'est qu'on avait un petit traîneau d'enfants pour transporter l'eau d'érable. On allait de chaudière en chaudière pour ramasser l'eau. C'est l'évolution des chaudières dans le temps, avec les chalumeaux aussi. Qui étaient en bois aussi, les chaudières? C'est ça. Au début, c'était en bois, ça a évolué vers le métal. On pouvait produire dans le printemps peut-être 2 gallons de sirop d'érable. C'était vraiment minime comme production, mais c'est des bons souvenirs. Ce que moi j'ai vécu étant jeune, c'est que mon père faisait la production de sirop d'érable. Il en faisait quelques petites transformations comme le beurre d'érable ou le sucre d'érable. Ça se limitait quand même à ces produits-là, des produits quand même assez basiques. Et je trouvais que l'érable n'était pas... on n'avait pas les produits pour la juste valeur du produit. J'ai pensé beaucoup aux boissons alcoolisées. J'ai commencé à faire un petit peu de démarche pour voir s'il existait quelque chose. Et je me suis rendu compte qu'il n'y avait rien d'écrit à ce niveau-là. J'ai expérimenté vraiment à petite échelle une production parce qu'en premier lieu, il fallait vérifier si le sucre de l'érable était fermenticible. Donc, à petite échelle, j'ai essayé et ça a été concluant, donc ça a été positif. Et c'est là que je me suis dit, il faut que j'avance un petit peu plus loin pour réaliser un projet de recherche dans un cadre plus organisé et réaliser des boissons alcoolisées. Il a fallu certainement travailler avec un chimiste, peut-être, pour... Je ne sais pas comment ça s'est passé, cette expérimentation-là. Bon, c'est sûr qu'au départ, j'avais toutes mes idées en tête. Je suis allé chercher certaines petites formations aussi, parce que je ne suis pas un spécialiste, je ne suis pas un chimiste, puis je ne suis pas un spécialiste aussi des fermentations. Donc, je suis allé faire certaines formations, certains stages aussi, et pour pouvoir expérimenter au départ mes idées. Et par la suite, j'ai été en contact avec un laboratoire qui, eux, m'assistaient puis répondaient à mes questions. Sur 21 produits qui ont été présentés, mis à l'essai, 4 ont été réalisés et commercialisés. Qu'est-ce que ça représente pour vous, Vallier, de faire un métier traditionnel dans une société où tout va vite et où les gens achètent des choses qui sont faites en série? Bien, c'est sûr que c'est deux mondes. Hein. Bon, le côté traditionnel, donc je vois encore mon père se lever le matin tranquille, toujours très paisible et fonctionnait au jour le jour avec le soleil, avec la lune. Donc, il comprenait, je pense, un peu tous les éléments de la nature et tout le travail-là. C'est sûr que moi, je prends un peu de cette tradition-là et je l'adapte au goût du jour. Et je vois qu'on ne peut pas le faire dans le même esprit parce que c'est dans un monde beaucoup plus rapide. Mais il faut toujours améliorer ou mettre à jour pour pouvoir arriver à faire ce qu'on fait aujourd'hui. Par contre, je reste toujours dans un cadre artisanal. Puis ça, c'est important pour moi. Pourquoi c'est important? C'est important parce qu'on peut arriver à faire des produits beaucoup plus spécifiques. Des produits beaucoup plus recherchés, des produits beaucoup plus haut de gamme, des produits moins standards. On répond, c'est sûr, à une clientèle qui est beaucoup moins grande, mais on répond à une clientèle qui n'est pas desservie par ce qu'on peut appeler les produits de masse, les grandes surfaces. Et je pense que pour
pouvoir nous permettre de se réaliser et pouvoir permettre de pouvoir survivre, il faut qu'on ait un produit spécifique, un produit de terroir, un produit qui est rattaché à un individu, à des gens. Les gens ont besoin de sentir que quelqu'un est en arrière de ça. Je sens une partie de votre fierté, mais quelle serait votre plus grande fierté, si vous avez à me dire, dans l'entreprise, dans ce que vous avez bâti, peu importe, c'est quoi votre plus grande fierté? Ma plus grande fierté, c'est d'avoir construit quelque chose qu'aujourd'hui, je ne veux pas modifier. Ça veut dire que déjà au départ, j'ai réalisé des choses. Je les ai réalisées avec les moyens que j'avais, mais avec la qualité et la beauté. Si je regarde les bâtiments, je les ai construits avec passion, avec des matériaux que moi j'aimais, avec mes valeurs à moi. Puis aujourd'hui, ça reste que je ne veux pas modifier ces choses-là parce que je suis bien à l'intérieur de ça. C'est sûr qu'on peut toujours améliorer, mais ça c'est à venir et ça va faire partie de ma suite, de ma continuité au niveau de mon entreprise, au niveau de mes produits. Mais ça reste que l'aventure, c'est toujours une passion. Hein. C'est quelque chose qu'on veut réaliser et qu'on doit réaliser si on veut aller au bout de ses rêves. Ça commence toujours avec la fonte des neiges. La fonte des neiges marque le début du printemps. Puis le printemps, c'est le gel pendant la nuit et le dégel pendant le jour. Et c'est là que l'érable va commencer à donner son eau. Donc, le jour, avec le dégel, l'eau commence à couler à l'intérieur de l'arbre. Et c'est cette eau-là que nous, on va recueillir pour faire la production. Si on pense anciennement, avant on utilisait une chaudière et un chalumeau. Donc ça c'est l'entaillage traditionnel. Aujourd'hui on fonctionne différemment. C'est qu'on va percer un trou, on va y insérer un chalumeau, mais au lieu d'y mettre une chaudière, c'est un réseau de tubulures qui va relier chacun des arbres. De cette façon-là, on va récolter l'eau de l'arbre par la tubulure. Ce système de tubulure-là est relié à un système vacuum dans une station de pompage. Donc le système vacuum va faire quoi? Il va enlever l'air à l'intérieur de la tubulure. Ça va permettre à l'eau de mieux circuler à l'intérieur de la tubulure. Donc cette eau-là va couler en passant par un relais. Ensuite de ça, on va passer à la station de pompage. Et à la station de pompage, on a des pompes qui vont nous envoyer l'eau jusque dans les bassins à l'intérieur de la cabane à sucre. Lorsqu'on a l'eau d'érable dans les bassins, on va commencer le cycle de concentration. Donc, il y a deux procédés. On va commencer par le procédé d'osmose inverse. C'est un système, en fait, qui a deux membranes. Les deux membranes sont semi-perméables. Donc, par pression mécanique, on va forcer l'eau à passer à travers la membrane. De cette façon-là, on va enlever 70 % d'eau. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est le concentré. Ce concentré-là, lui, va être acheminé vers le deuxième système de concentration qu'on appelle évaporateur. L'évaporateur, lui, va évaporer l'eau jusqu'à atteindre qu'on arrive à un concentré dont le taux de sucre va être déterminé par l'artisan pour arriver à ces boissons alcoolisées. Si je prends l'exemple du prémisse d'avril, ou le mousse des bois, si on veut faire ces produits-là, je dois atteindre un taux de sucre de 22 % de sucre. Donc, ce concentré-là va être acheminé par après dans les cuves de fermentation pour la fermentation. Ici, au domaine Acer, on produit divers produits alcoolisés. Donc, les fermentations sont différentes dépendamment du produit qu'on va faire. On va se concentrer aujourd'hui sur la fermentation du mousse des bois, qui est la fermentation de la méthode champenoise.
Donc, pour arriver à faire un produit mousseux comme le mousse des bois, c'est qu'il va y avoir 2 fermentations. Une première fermentation en cuve, on va y ajouter des levures pour exécuter la fermentation. Après la première fermentation, on va provoquer une 2e fermentation, mais cette fermentation-là, on va la provoquer dans une bouteille. Donc, pendant la 2e fermentation, il va s'accumuler 70 livres de pression à l'intérieur et le gaz carbonique ne pourra pas s'échapper à cause de la capsule. Et c'est là qu'on appelle la prise de mousse. Cette bouteille-là va être mise en cave pendant 18 mois. C'est ce qu'on appelle la mise sur lit. Après la 2e fermentation, on va prendre les bouteilles, on va les mettre sur pupitre et on va appliquer la méthode du remuage. Ça consiste à prendre les bouteilles, à les tourner d'un 8e de tour dans un sens, d'un 8e de tour dans l'autre sens, ce qui va permettre au dépôt de descendre jusque dans le goulot. Après le remuage, les bouteilles vont être mises dans un coffre tête en bas, c'est ce qu'on appelle la mise sur pointe. Donc le dégorgement, ça consiste en quoi? Ça consiste en 3 étapes. On va mettre les bouteilles tête en bas dans un bac réfrigérant à moins 25 degrés, ce qui va permettre au dépôt de geler à l'intérieur du goulot et ce qui va permettre de pouvoir retourner la bouteille sans que le dépôt redescende. Après quoi, on va nettoyer la bouteille, le goulot, pour pouvoir permettre l'ouverture. Avec un appareil, on va ouvrir la bouteille et on va expulser le dépôt à l'extérieur de la bouteille. Ensuite, on va mettre la bouteille sur la doseuse. Ça veut dire que la bouteille, comme elle a perdu un peu de liquide, on va vouloir compléter cette bouteille-là. On la met sur l'appareil qu'on appelle la doseuse. Après quoi, on va lui mettre son bouchon. Donc, le bouchon de liège va être inséré à l'intérieur de la bouteille et il va rester plus rien qu'à lui mettre le muselet. Et après quoi, la bouteille est prête pour l'habillage. Donc, en premier, on va lui mettre le coifre. Ensuite, avec l'étiqueteuse, on va lui apposer une étiquette. Et après quoi, la bouteille est prête à être vendue au consommateur pour la dégustation. L'érable recèle bien d'autres secrets que celui de sa sève transformée en sirop. Profitez de l'occasion pour visiter les caves de vieillissement et passer quelques moments dans la boutique, histoire de goûter à tous ces délices de l'érable. Des produits haut de gamme qui donnent une identité d'avenir à cette ressource naturelle unique. Le domaine Acer se fait en effet l'ambassadeur de l'érable par l'intermédiaire de boissons alcoolisées et de produits fins novateurs. Merci d'avoir été des nôtres. Revenez-nous la semaine prochaine pour une autre émission, Les Artisans à l'œuvre.